Bien, bonjour à tous, merci d'être présents pour venir écouter notre topo. Donc moi je suis Adeline Simon, je suis infirmière anesthésiste au centre hospitalier d'Auxerre, dans Lyon. Et moi Sarah Marouzet, enfin Roselle sur le topo, je suis IAD au CHU de Reims et on était ensemble l'année dernière pour la promotion 2021-2023 de l'école d'IAD de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc cette étude elle a été réalisée dans le cadre de notre mémoire professionnelle pendant notre formation où on a choisi donc de s'intéresser au transport infirmier interhospitalier et surtout à la manière dont ils étaient coordonnés et organisés de nos jours en France. Et plus particulièrement de s'intéresser à la manière dont ils étaient légiférés et aux prérequis qui pouvaient en ressortir pour permettre un transport de qualité et sécuritaire surtout, que ce soit pour le patient ou pour les équipes qui le pratiquent. Donc le contexte de l'étude reposait effectivement sur un déséquilibre que personne n'ignore, je pense, aujourd'hui entre les besoins en santé de la population en matière de soins et une diminution de la démographie médicale en France et en Berne ces dernières années. Avec une population qui est de plus en plus nombreuse et qui vit de plus en plus longtemps et donc qui est vieillissante. Et en parallèle, donc, une forte baisse de la démographie médicale avec une forte stagnation des effectifs de médecins généralistes qui prennent justement en charge ces mêmes patients âgés notamment et polypathologiques. Et une densité médicale qui, d'après la DRES, qui donc dresse les statistiques et l'évaluation des différentes données, ne sera résolutive qu'en 2030 minimum. Donc dans ce contexte, effectivement, on se doute bien que la population cherche une solution de repli quand prendre un rendez-vous chez les généralistes peuvent prendre jusqu'à 3 semaines, voire un peu plus, et quand c'est possible de trouver un médecin généraliste qui veut bien vous prendre. Et donc cette situation de repli, malheureusement, ça va être de se replier vers les services d'urgence qui voient considérablement du coup augmenter leur activité de soins avec des SAU qui ont plus de 12% d'activité en plus et des SAMU centre 15 qui ont plus de 21% d'activité supplémentaire. On se doute bien qu'effectivement, le problème d'effectifs n'étant pas résolu, ça pose des problèmes de trop de patients qui arrivent aux urgences par rapport aux effectifs médicaux qui ne sont pas en nombre en face. Et de ce fait, il y a certains services d'urgence qui ont été obligés de restreindre, voire de limiter complètement l'accès aux urgences la nuit. Et certaines lignes de SMUR, malheureusement, qui se voient fermées partiellement, voire totalement dans certains départements, faute de médecins en face pour aligner l'unité mobile. Face à ces problématiques, donc le gouvernement avait missionné en 2022 François Braun, avant qu'il soit ministre de la Santé, pour réaliser une mission flash sur les urgences dont il avait tiré donc 41 recommandations. Nous, par rapport à notre sujet, on avait choisi de s'intéresser particulièrement à certaines d'entre elles en lien avec le transport infirmier interhospitalier notamment. Tout d'abord, la priorisation, qui était une ligne rouge pour eux, du maintien d'une ligne SMUR avec notamment le développement donc, des UMH paramédicalisés et des transports infirmiers interhospitaliers à l'échelle nationale. Ensuite, la création des équipes paramédicales de médecine d'urgence, les EPMU, qui sont en place dans différents établissements maintenant, et le développement de la télémédecine pour ces mêmes types de transports afin de les rendre plus sécuritaires. En parallèle, il y avait également la loi RIST qui était sortie, alors à double tranchant, parce qu'effectivement, elle vise l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance qu'on accordait aux professionnels de santé. Mais dans un même temps, on le verra après, elle limite aussi le financement et le paiement des médecins intérimaires, enfin des intérims, notamment des médecins intérimaires, ce qui accroît encore davantage les difficultés dans certains services d'urgence. Donc notamment au niveau des améliorations de compétences au niveau des soins, il y avait effectivement la création des IPA dans différentes spécialités, notamment pour les pathologies chroniques, pour aider un petit peu les médecins généralistes qui sont surchargés de patients, et également l'ouverture de champs de compétences à différents professionnels que sont les pharmaciens ou les kinés par exemple, qui se voient octroyer de nouvelles possibilités d'activité. Donc le développement des T2IH et des EPMU ressort comme quelque chose de vraiment essentiel dans cette difficulté de médecins dans les SMUR, avec 25% en 2021 de TIH et seulement 14% de recours au T2IH. On se dit qu'il y a certainement possibilité d'augmenter ce ratio, notamment avec la régionalisation et la centralisation de plus en plus présente de certaines spécialités dans les centres experts.
et donc la nécessité de réaliser plus de transports de patients interhospitaliers. Donc en fait, les T2IH, bien que sous-développés, ils ne sont pas récents. Ils sont inscrits dans le décret du 22 mai 2006, où on décrit déjà un cadre réglementaire pour ces transports. Ensuite, si on s'intéresse au Code de santé publique, dans l'article R4311-12, il y a une notification comme quoi l'IAD est le seul personnel paramédical habilité à transporter, lors des T2IH, un patient intubé ventilé. Suite à ces écrits, en fait, la Société française de médecine d'urgence et SAMU Urgences de France, qui sont un syndicat, ont dressé des choix d'indication de recours, des principes de base dont on va parler juste après, et aussi ils ont dressé une série de situations cliniques dans lesquelles peuvent être indiqués ces T2IH. Donc ça peut être des situations cliniques basiques comme un syndrome coronarien aigu, un OAP, des troubles métaboliques, des troubles respiratoires. Et ensuite, la SFMU a aussi mis en place depuis 2011 une grille de cotation pour le déclenchement des T2IH. En fait, ce qui s'appelle le score de Moreno-Milan. C'est un score qui est basé et qui balaye en fait les caractéristiques cliniques du patient à transporter sur 10 items qui sont cotés de 0 à 2. Et nous verrons ensuite comment est organisée cette cotation. Donc un T2IH, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un transport secondaire de patients par du personnel paramédical sans présence d'un médecin. Il est indiqué principalement pour une nécessité de monitorage, une surveillance infirmière ou bien des traitements à entreprendre au long cours. Dans la littérature existante, on a fait un peu le tour et on s'est rendu compte en fait que tous les principes de base de ces T2IH sont arqués autour d'une règle assez simple qui est la règle des 5 W. Alors les 5 W, c'est très simple, c'est what, where, when, who, and, il m'en manque un. Why, voilà, pardon. Ça permet de balayer en fait l'ensemble des caractéristiques cliniques du patient, l'étiologie du transport, pourquoi on va transporter notre patient, qu'est-ce qu'il a, où on va le transporter, dans un plateau technique supérieur, pour une consultation, pour une opération, qui va le transporter, est-ce que c'est un transport médical, est-ce que c'est un transport infirmier, un IAD, qui va transporter le patient. Le moyen de transport, on va voir aussi comment on le transporte, en ambulance, en hélicoptère, en bateau. Ça dépend aussi beaucoup du matériel qu'on va embarquer. Et si le transport va être réalisé par un infirmier ce transport ne doit pas être de patients ventilés, ni même sous ventilation non invasive. Ensuite, la SFMU a noté donc des principes de base qui sont le patient stable. Le patient doit être stable hémodynamiquement, ne doit pas avoir de potentiel évolutif, ne doit pas avoir besoin de gestes techniques médicaux et donc absence de VNI ou de patients intubés pour les infirmiers. C'est pas grave. L'idée de l'étude, c'était de chercher à comprendre, donc une fois qu'on sait qu'ils sont légiférés, mais qu'il y a quand même des flous qui sont laissés au niveau de la littérature, notamment sur le critère de stabilité du patient, on a cherché surtout à savoir comment l'organisation et la coordination des T2IH propres à chaque établissement pouvaient influencer le sentiment de sécurité et la qualité de ce type de transport. Donc pour ça, on a donné 3 objectifs à notre étude. Le premier étant d'évaluer les pratiques des différents établissements qui les pratiquent. Le deuxième, c'était d'en extraire des facteurs contributifs positifs ou négatifs de qualité et de sécurité. Et enfin, de cartographier sur le plan national pour avoir une idée un petit peu, parce que c'était difficile de trouver quels étaient vraiment les départements qui ont réalisé. Donc de cartographier sur le plan national les départements qui réalisaient des T2IH et notamment des T2IH de patients intubés ventilés, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a quand même de moins en moins d'infirmiers anesthésistes dans les SMUR, donc forcément ça pose un peu le problème des transports de patients intubés ventilés. Sachant que l'hypothèse de l'étude, c'était effectivement, on s'était dit dans notre tête, on pense qu'ils sont coordonnés de manière à ce que ce soit sécuritaire, hein, effectivement. Donc pour réaliser cette étude, on a choisi donc de faire une étude multicentrique pour avoir des résultats exploitables à l'échelle nationale. C'était une étude prospective qu'on a réalisée dans les SMUR, donc qui réalisaient des T2IH, de patients standards et de patients intubés ventilés, et ça s'est réalisé à peu près sur 3 semaines. Donc forcément on a dû prévoir des critères d'inclusion et d'exclusion. Faute de temps, on a dû exclure effectivement le point de vue des médecins régulateurs et forcément des IDE ou des IAD qui exerçaient en SMUR mais qui ne pratiquaient pas ce type de transport parce que tous n'étaient pas formés pour le faire.
Voilà, et donc on a choisi de comparer volontairement deux populations qui étaient les infirmiers anesthésistes et les infirmiers diplômés d'État qui exerçaient en SMUR et qui pratiquaient ce type de transport de manière égalitaire en proportion. Voilà. Donc ce qu'on a pu dégager en premier déjà de nos 93 questionnaires exploitables, c'est les critères de la population. Donc en fait, notre population, elle était issue de 34 départements différents qui réalisent donc des T2IH, avec une population IDE et IAD qui était à peu près égalitaire. Ensuite, ce qui nous est ressorti beaucoup, c'est beaucoup de professionnels qui réalisent les T2IH sont situés en centres hospitaliers généraux. Donc peut-être aussi parce que ces centres hospitaliers généraux manquent de services techniques et ont besoin de transporter leurs patients sur des plateaux techniques supérieurs. Ce qui ressortait également et qui nous a paru comme un facteur d'influence plutôt positif à la sécurité des T2IH, c'est l'expérience professionnelle qui est parfois, et même largement au-dessus de 15 ans d'expérience pour les infirmiers et les IAD qui exercent en SMUR. Également, pour les infirmiers, la notion de formation en tant qu'infirmier sapeur-pompier ressort également largement. Donc, ensuite, la première analyse qu'on a pu faire, c'est que 84% des professionnels interrogés se sentent en sécurité lors des T2IH. On était plutôt contents de ce résultat. Ensuite, quand le sentiment en fait, d'insécurité a été identifié, il était plutôt comme lié à le non-respect des critères de déclenchement du T2IH ou l'aggravation ou la dégradation du patient pendant le transport. Ou encore également aussi la distance d'un éventuel renfort médical. Ce sentiment d'insécurité, il a été beaucoup plus affirmé par des infirmiers diplômés d'État. Ensuite, pourtant, quand on a analysé un peu plus en profondeur, on n'a pas vu de corrélation en fait, entre la distance et la durée du transport et l'insécurité. Donc en effet, en fait, on a 84% des professionnels de français qui se sentent en sécurité lors des T2IH. Et si on s'intéresse en fait à comparer des T2IH standards et les T2IH intubés ventilés, donc qui sont forcément faits par des infirmiers anesthésistes, on se rend compte en fait que les T2IH intubés ventilés subissent beaucoup moins de situations à risque et ont beaucoup moins nécessité d'appeler un médecin en renfort sur le trajet. Donc on peut s'interroger. Nous, on en a déduit aussi que le T2IH intubé et ventilé était certainement peut-être mieux respecté au niveau des critères de déclenchement du T2IH puisqu'il est considéré comme un peu plus complexe qu'un T2IH standard. Mais également, notre formation, notre spécialisation en anesthésie est certainement aussi un gage de sécurité de ces transports. Donc effectivement, l'étude nous a permis de ressortir différents facteurs d'influence, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc d'un point de vue positif, effectivement, la communication interprofessionnelle du début à la fin du transport ressort vraiment comme un élément important, que ce soit entre le médecin régulateur, le service demandeur, le service receveur et les équipes qui réalisent ce même transport. L'expérience professionnelle, effectivement, on l'a déjà dit, mais ça ressort vraiment comme quelque chose de significatif. Elle est largement supérieure à 15% dans la majorité des cas. La plus-value de l'IAD, effectivement, notamment pour les patients intubés ventilés et la formation complémentaire de 2 ans ressort également comme quelque chose de positif. De même que la formation d'ISP chez les IDE, ça les aide vraiment à se sentir plus en sécurité sur ce type de transport. Et évidemment, on fait bien que ce que l'on fait souvent, donc la fréquence de réalisation de ce type de transport, notamment avec une majorité qui en réalise au moins une fois par jour, rend le transport plus sécuritaire, effectivement. Et d'un point de vue négatif, on remarque quand même largement une sous-utilisation ou une méconnaissance du score de Moreno dans les établissements. Une formation qui est complètement inégalitaire sur le territoire en termes de formation de T2IH. Ça allait vraiment de quelques jours à plusieurs mois pour certains départements. L'absence de checklist nationale de déclenchement, en fait, il y a beaucoup de préalables et de prérequis qui sont dictés dans la législation, mais en réalité, il n'y a vraiment aucune checklist. C'est très propre à chaque département. Et effectivement, la liberté de jugement du critère de stabilité par le médecin régulateur, c'est également un facteur négatif qui ressort dans cette étude, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y avait de l'insécurité, c'était beaucoup parce que soit les critères n'avaient pas été respectés, soit parce que le patient se dégradait lors du transport.
Donc, en fait, cette étude nous permet quand même de ressortir que la majorité de ces types de transports sont sécuritaires. Les professionnels qui les réalisent se sentent en sécurité et les transports sont de qualité parce qu'on a quand même peu recours à des renforts médicaux, même s'il y a des situations à risque qui peuvent arriver pendant le transport. Et ça permet surtout vraiment une rationalisation du temps médical. Effectivement, ça libère du temps médical de réaliser des transports infirmiers interhospitaliers. Ça permet d'utiliser les ressources médicales à bon escient et surtout dans les transports qui le nécessitent réellement. Voilà, donc ça c'est une réelle avancée. Par contre, ça laisse effectivement des évolutions possibles pour rendre encore le transport plus sécuritaire. Il faudrait effectivement la création d'une checklist nationale, un score de déclenchement DT2IH qui est le score de Moreno-Milan, mais adapté en fait aux compétences, à l'évolution des compétences, que ce soit infirmière, mais également aux compétences de l'infirmier anesthésiste, donc qui est habilité à transporter les patients intubés ventilés. Et on va voir que le score de Moreno n'est pas du tout prévu pour ça. Et le développement de la télétransmission, effectivement, qui permettrait encore de rendre un petit peu plus sécuritaire ce type de transport. La création d'une formation uniforme sur le plan national aiderait également, comme les protocoles médicamenteux harmonisés, comme ça se fait chez les pompiers, avec les PISU notamment, ou lorsqu'une situation à risque est rencontrée, on a un protocole médicamenteux en face, bien sûr avec appui du médecin régulateur au téléphone ou en transmission radio, mais voilà, quelque chose d'écrit sur un papier, et comme ça tout le monde est sécuritaire et à l'info en face des yeux. Donc, je continue. Donc en fait, on s'est rendu compte dans la littérature qu'on parlait beaucoup de patients stables pour le transporter, sauf qu'en fait, ce patient stable, il est pas décrit de manière chiffrée ou de manière pratique. Donc nous, on s'est proposé en fait de notifier des critères d'inclusion et d'exclusion pour le transport infirmier interhospitalier. Pour les patients intubés ventilés, exact. Nos critères d'inclusion sont donc l'hémodynamique stable supérieure à 24 heures, une dose d'amine inférieure à 1 mg/h, un patient sédaté adapté à son respirateur, qui ne nécessite pas d'adaptation thérapeutique, et le patient intubé sous trachéo ou VNI est toléré. Ensuite, on a aussi émis des critères d'exclusion. Donc, évidemment, le potentiel évolutif vers l'aggravation, l'hémodynamique instable sous amine, la nécessité d'un geste technique prévisible, le 3e trimestre de grossesse, la prématurité et les états d'agitation. Ensuite, le score de Moreno-Milan s'est trouvé vraiment assez méconnu au final sur notre étude. Il y avait beaucoup de professionnels qui ne savaient même pas ce que c'était. Aujourd'hui, donc, ce score, il est, comme je vous disais, sur 10 items qui balayent la situation clinique du patient. Et aujourd'hui, ils sont cotés de 0 à 2. Actuellement, en fait, si vous avez un score de 4 à 6, vous déclenchez un T2IH. Au-delà de 6, c'est un transport médicalisé obligatoirement. Si on inclut en fait les compétences de l'IAD dans tout ça, on s'est rendu compte qu'on pourrait déclencher un T2IH par un IAD avec un score de 4 à 14, ce qui augmenterait considérablement les T2IH à l'échelle nationale. Aujourd'hui, un score de 4 à 6 contre un score de 4 à 14, c'est une évolution majeure. Un score de 15 à 20 restera par contre un transport médicalisé. Donc on s'est quand même aperçu dans l'étude de quelques limites et biais. Effectivement, l'étude manque de puissance. On a recueilli 93 questionnaires et seulement 34 départements répondants, probablement lié au fait que cette étude elle s'est déroulée sur 3 semaines seulement, donc limitée dans le temps, malheureusement pour des questions d'organisation, mais voilà. Et surtout, il nous manque le point de vue du régulateur. Donc ça c'est potentiellement une évolution sur une prochaine étude, d'avoir aussi le point de vue du régulateur sur le choix des patients qui déclenchent un T2IH. Et après, voilà, on a aussi notre propre intérêt là-dedans, c'est qu'on est infirmier anesthésiste, hein, donc on a aussi un point de vue positif sur notre profession, sur nos compétences, et forcément, ça a pu aussi un petit peu influencer, même si les résultats sont là. Et ça laisse quand même quelques évolutions possibles et perspectives sur l'étude, notamment donc, la place de l'IAD en préhospitalier, puisqu'on n'est pas sans savoir qu'il y en a quand même de moins en moins dans les établissements en SMUR, et notamment face au développement des IPA urgences, voilà, ça fait largement sa polémique, mais finalement on se rend compte que quand on regarde leur référentiel de compétences, ils ont plutôt vocation
à être sur des besoins aux urgences et non pas en préhospitalier, mais voilà. L'étude sur le temps médical dégagé, nous, je vous ai mis les chiffres de Lyon parce que nous, on ne réalise pas encore des T2IH pour l'instant, parce que ça n'a pas été développé sur l'établissement, mais à l'échelle de 2020, 2021 et 2022, donc ça c'est le nombre de TIH qui a été réalisé sur l'établissement, que ce soit terrestre ou héliporté. Et en fait, on se dit que dans cette proportion-là, si un T2IH était mis en place, il y a énormément de transports qui pourraient libérer un médecin pour des interventions qui le nécessitent et qui sont bien plus importantes. Donc voilà, c'est là où on se dit que sur un département où ça n'existe pas, c'est quand même super important de pouvoir le mettre en place parce qu'en fait, on dégage vraiment du temps médical pour des patients qui le nécessitent et surtout dans des... Moi, je parle pour Lyon, mais c'est un département qui est quand même où certains lieux sont très excentrés des hôpitaux. On est parfois à plus d'une heure d'un établissement hospitalier. Donc l'intervention SMUR, elle est hyper importante. Et c'est vrai que quand on n'a pas non plus un nombre par population de SMUR énorme. Donc lorsqu'il est déjà occupé sur une intervention et que du coup... ou sur un T2IH à plus de 2 heures, parce que notre centre hospitalier régional, il est à 1h30. Donc quand il est parti sur un TIH à 1h30 de l'établissement et que malheureusement, comme il n'y a plus qu'un deuxième camion qui est déjà parti sur une intervention, c'est un peu compliqué pour la population et ça diminue encore un petit peu plus l'accès aux soins pour la population. Donc voilà, l'idée, la perspective, ce serait vraiment de pérenniser ces transports médicaux à l'avenir pour libérer du temps médical dans un contexte où, on le sait, l'attention médicale, elle est compliquée. Voilà. Donc depuis qu'on a réalisé l'étude, il y a eu des faits nouveaux qui sont sortis. Donc effectivement, la loi RIST, ça on en a déjà parlé, ça développe les compétences paramédicales, mais dans le même temps, ça limite aussi la rémunération des intérimaires. Donc ça complique aussi un peu le recrutement dans certains services d'urgence, malheureusement. Donc c'est pas non plus que du positif. La SFMU et le SAMU Urgence de France, donc, qui ont réalisé des recommandations de création du MHP, parce qu'en fait jusque-là c'était décrit par eux comme une procédure dégradée. Maintenant ça l'est plus, donc pour que ce soit plus une procédure dégradée, ils ont réalisé donc des typologies, ils ont mis des recommandations sur des typologies d'intervention définies, des protocoles de soins infirmiers spécifiques, donc ça on en parlait, c'est les protocoles un peu médicamenteux harmonisés. Et le développement de la télétransmission avec un outil de télétransmission dans chaque camion qui réalise ce type de transport. Donc ça c'est mis à l'essai dans différents départements pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Ensuite, il y a également l'arrêté du 23 avril donc, qui développe également, qui repousse les mesures flash qui avaient été faites initialement avec en première ligne l'engagement de SMUR paramédicaux pour libérer du temps médical justement et utiliser les ressources à bon escient. Et enfin, il y a la Cour des comptes donc, qui avait sorti un rapport qui faisait état encore d'un développement insuffisant encore des T2IH avec seulement 18% dans certains départements alors qu'ils pourraient atteindre jusqu'à 70% si les scores de déclenchement étaient réellement respectés. Ils ont quand même décrit largement le manque d'accès aux soins de la population et ils ont prôné le développement des transports infirmiers interhospitaliers et des UMHP et EPMU avec des paramédicaux donc, pour développer et laisser plus de temps aux médecins dans des endroits où ils le nécessitent. En conclusion, en fait, on peut dire que notre étude a pu montrer en fait, que l'organisation des T2IH aujourd'hui se fait de manière quand même sécuritaire, selon la règle des 5 W dont on a parlé tout à l'heure. L'organisation et la coordination donc, est sécuritaire et le T2IH est un maillon de l'offre de soins. C'est une réponse aussi régionale à la réorganisation des établissements de santé et il permet la rationalisation du temps médical. Les facteurs d'influence positifs dans l'organisation des T2IH, on l'a montré, c'est quand même la plus-value de l'IAD et de sa formation, et notamment pour les transports des patients intubés ventilés. Mais bien sûr, tout ça reste à préciser, les scores doivent évoluer et s'adapter en fait aux compétences et aux capacités législatives de l'IAD. La télétransmission, comme tu l'as dit Adeline, est à développer et le recours au T2IH à faire augmenter. Merci à tous.